Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah, à Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. Nous n'avons pas choisi des remplaçants pour fêter ce 10e épisode de Cirer le banc. Au contraire, nos invités d'aujourd'hui, ils accumulent les minutes de jeu depuis des saisons. Vous l'aurez compris, on a le plaisir d'accueillir à notre micro le capitaine et le vice-capitaine de Fribourg Olympique, Nathan Jurkovic et Arnaud Couture. Salut les gars, comment ça va ? Ça va bien ? Tranquille. Et je suis pas tout seul, comme d'habitude, j'ai le plaisir de partager cette belle tablée avec mon camarade de podcast Romain Ediger. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va nickel, on va commencer tout de suite les gars. Vous avez disputé hier votre premier match de la saison contre Neuchâtel, premier déplacement également. Une victoire, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. On a bien géré le match dans sa globalité. C'était important pour nous de gagner tous les cartons. C'est un peu notre objectif avec notre coach. Et là, on a réussi à le faire. Donc, un match qui a été bien géré sur toute la durée du match. Vous avez retrouvé un peu d'adresse au tir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est important qu'on puisse se mettre en confiance. On a fait surtout une grosse défense, ils ont marqué 43 points. Et après, on va dire la déconvenue qu'on a eue à Massagno la semaine passée, c'était important qu'on rectifie tout ça. Donc vraiment, la défense était au top. Et après, voilà, quand on a de l'avance, c'est plus facile de jouer, c'est plus facile de tirer. Et on a su bien se mettre en confiance et bien se mettre en rythme. Je sais pas si vous avez déjà écouté le podcast, mais on a un peu cette traditionnelle question d'avant vraiment commencer le truc. C'est qu'est-ce que ça vous évoque, cette expression cirer le banc ? Qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous ? On a tous fait ça, non ? Tous connu ça pour des raisons X ou Y. Après, en tant que joueur de basket qui veut devenir pro un jour, on a fait le banc en étant jeune, que ce soit à l'entraînement ou en match. J'ai eu passé des entraînements entiers sur le banc. J'ai eu passé des matchs entiers sur le banc. Il n'y a rien de négatif à ça. Pour moi, c'est plutôt une phase d'apprentissage plutôt qu'autre chose. Pour toi, Nathan ? Alors moi, j'ai moins eu cette période de jeune que Arnaud, parce que je viens de la Ligue B, de Villars, où j'ai joué. Donc je suis venu, j'ai eu des minutes assez rapidement grâce à Pétard qui m'a fait confiance. Mais moi, cirer le banc, c'est surtout... j'ai été beaucoup sur le banc à cause de blessures. J'ai été pas mal blessé dans ma carrière et c'est jamais des moments sympas. Mais comme il a dit, c'est de l'apprentissage, c'est de la force mentale et voilà, on passe tous par là d'une façon ou d'une autre. Bon, vous inquiétez pas aujourd'hui, c'est un moment sympa pour cirer le banc aujourd'hui. Ouais, au programme, on va d'abord discuter du 3-3, de cette équipe qui a bientôt 2 ans maintenant. On va évoquer le cas Suisse Basket. Puis on va finir par l'actualité avec Fribourg Olympique et on aura la banquette traditionnelle, banquette en fin d'épisode. Alors si on commence avec cette équipe de 3-3, ça fait 2 années qu'on l'a dit qu'elle existe. Sur le plan sportif, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan d'abord, Nathan ? Alors sur ce plan sportif, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment satisfait de ce qu'on a fait. La première année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et dès le premier tournoi international, on a été en quart de finale. On a battu l'équipe Sakai qui était 6e mondiale. Donc on a très bien lancé notre saison là-dessus. Et après, on était très satisfaits. Et cette deuxième année, c'était un peu l'année de la confirmation. On a fait, je dirais, le premier mois exceptionnel avec une finale, 2 demi-finales. Mais après, on a eu quelques problèmes avec Kazadi qui était blessé, avec Paul Gravet aussi qui était blessé, qui n'a pas pu venir. Et on s'est retrouvé avec un effectif de 4, alors que notre but c'est d'avoir 6 joueurs pour justement faire des rotations, parce qu'on sort d'une saison de 5-5, on fait le 3-3, on recommence le 5-5, donc on n'a pas vraiment de pause. Et c'est vrai qu'on a eu quelques soucis à travers les rotations. Et c'est pour ça que notre deuxième partie de saison cet été, elle s'est moins bien passée. Même si on a quand même fait des résultats qui sont satisfaisants, mais je pense qu'on a le potentiel de faire bien mieux que ça. On en est où par rapport à l'équipe féminine du Team Fribourg ? Alors l'équipe féminine du Team Fribourg, cet été c'était compliqué parce qu'on avait un pool de joueurs qui sont les meilleures joueuses de Suisse. Mais malheureusement, la fédération suisse, elles ont fait énormément d'activités et elles ne peuvent pas être dans 2 équipes différentes. Donc on a préféré les laisser avec l'équipe suisse où elles ont plus de marge de manœuvre, plus de fonds. Et du coup, nos joueuses type Eléa que vous connaissez, elle était énormément avec l'équipe suisse et moins avec nous. Mais voilà, au final, c'était une grande fierté d'avoir Eléa avec l'équipe suisse, qui est quand même une joueuse de Fribourg 3-3 à la base. Donc, mais voilà, on a dû un peu chercher des joueuses au dernier moment.
Et on a eu la chance d'avoir Naomi de Fribourg, on a eu la chance d'avoir Sarah aussi de Fribourg, qui sont des joueuses de très grand talent et qui ont montré une excellente motivation malgré le court timing pour les faire venir dans notre équipe. Donc on a eu de la chance. On se souvient, en juillet, vous avez organisé un tournoi du World Tour juste ici à côté. C'était une réussite sur le plan événementiel parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de monde. Sur le plan sportif, Arnaud, on peut juger comment ? Comment dire ? Un peu de déception, on imagine. C'est impossible de dire qu'il n'y a pas de déception. Ça s'est joué à rien déjà. Déjà, ça s'est joué à pas grand-chose, mais disons que le problème, c'est que quand tu organises un événement comme ça, sans la moindre expérience du sujet, tu te trouves un peu dans cette situation où on a fait un peu des choses au dernier moment et j'ai l'impression que ça nous a fait du mal un peu physiquement et mentalement. Et quand on arrive dans ces moments contre Utsunomiya où on doit faire la différence physiquement, on était mort parce qu'on avait trop de choses dans la tête. Maintenant, voilà, on était déçus, mais la déception, elle est un peu partie parce qu'on a vu que ça a été un vrai succès finalement. On a eu de la chance d'avoir beaucoup de monde, on a eu de la chance vraiment d'avoir une vraie ferveur, un vrai public derrière nous. Et même si on s'attendait à avoir du monde, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, autant de succès. Donc finalement, alors oui, il y a une déception sportive, mais elle est passée au second plan, même si on reste déçu, bien évidemment. J'ai envie de rajouter aussi, on a eu aussi pas trop de chance de choper Lausanne en quart de finale. Ouais. Parce que Lausanne, c'est quand même nos gros rivaux, on va pas se cacher. On a envie de les battre à chaque fois parce que c'est l'équipe en Suisse. Et c'est vrai que les avoir joués en quart, on s'est mis énormément de pression parce que ça aurait été moche de perdre notre seule fois contre Lausanne à Fribourg, chez nous. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on les a battus, on a tous senti, je l'ai senti personnellement, la pression elle est tombée un peu. Et Utsunomiya, on est un peu passé à côté dû à ce relâchement qu'on a eu après Lausanne. Vous avez fait un gros match référence contre Lausanne, c'était dur d'enchaîner une grosse équipe par la suite après. Exactement, parce que voilà, il y a énormément de gens qui m'ont dit les gars, c'est Lausanne, faut pas perdre contre Lausanne, pas à la maison. Alors si on perdait contre Amsterdam ou quoi, c'est voilà, Amsterdam top 3 mondial, Vienne top 2 mondial, ok, mais pas Lausanne. Et puis surtout, ça fait qu'au 3 contre 3, quand tu as cette décompression de match en match, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas au 3 contre 3 spécialement, c'est pas au début de match que tu gagnes, mais c'est souvent là que tu perds parce que tu lâches un peu mentalement, tu prends 2 shoots, tu commences à faire des fautes bêtes, donc ton compteur de fautes il est très haut et du coup tu joues un peu, voilà, tu commences à courir après le score et quand tu cours après le score, déjà dans tous les sports c'est compliqué, mais dans le 3 contre 3 tu te fatigues dans le vide, mais vraiment dans le vide. Et parce que après tu commences à bien défendre et tu prends un 3 points et tu es encore plus loin qu'avant et c'était compliqué et là on a clairement ressenti ça. Vous l'avez dit, hein, vous étiez aussi organisateur du tournoi. C'était une première pour vous, il me semble, d'organiser un tournoi comme ça. Comment ça s'est passé de se lancer dans l'organisation d'un tel événement, mais tout en étant joueur aussi ? C'était extrêmement enrichissant parce que c'est vrai que nous, en tant que joueurs de Fribourg Olympique, on a l'habitude d'être sur le terrain et le reste, c'est géré par un peu la backroom, j'ai envie de dire. Et puis on s'est lancé avec cette équipe de 3-3, déjà de voir un peu comment ça se passe derrière, c'était intéressant. Et puis on est gourmand, on a apprécié, on aime un peu être cultivé, être touche à tout. Donc c'est vrai que le fait d'organiser un événement, c'était une expérience incroyable. Rencontrer des sponsors, rencontrer des gens, faire que tout se passe bien, que les gradins soient là, que le terrain d'entraînement, les food trucks et tout, c'est enrichissant. Et puis le sport il dure pas toujours, donc il faut préparer pour l'avenir et ça fait partie de ça. Est-ce que quand vous étiez sur le terrain, ça vous arrivait de penser à l'organisation de ce tournoi pendant que tu es en train de jouer ? Alors oui et non. Après, j'ai pas été celui qui a été le plus intégré dans le sens où j'ai des responsabilités à la maison et j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments où, mais plutôt dans les autres tournois. À chaque fois qu'on était dans un autre tournoi, c'était ah mais ça c'est une bonne idée pour chez nous. Ah mais ça c'est pas mal. Ça il faut pas faire par contre, c'est vraiment pas terrible. Et après pendant le tournoi, j'ai pas l'impression qu'on a eu vraiment ça. Peut-être Nathan tu pourras dire un peu plus parce que lui il en a trop fait.
Il a très bien fait, il a trop fait. Mais lui, je pense qu'il sera plus apte à répondre à ça. Alors, on a eu la chance d'être vraiment bien entouré. On a choisi une équipe qui a extrêmement bien fonctionné, on s'entendait super bien. Et le mot d'ordre, c'était vraiment une fois que nous on commence à jouer, on touche plus à rien. Donc ça s'est très bien passé. Ça a été typiquement, respecté. Ça a été respecté, ouais. Nous on a joué vendredi et le jeudi j'étais encore à courir un peu partout. Il y a eu même le mercredi, il y a eu un incendie dans la salle. Ça virait au cauchemar. Toutes les dingueries sont arrivées, je crois. Ça a commencé au cauchemar et après finalement, mercredi il a même plu à un moment donné. Et jeudi à 17h, je suis parti de cet endroit, je suis allé chez moi et j'ai plus pensé à rien de l'organisation et j'ai fait une nuit de sommeil incroyable et j'étais en forme pour le lendemain et tout s'est bien passé au niveau sportif. D'ailleurs, ça a été extrêmement bien géré par Kaz et Paul, qui étaient les 2 joueurs qui jouaient pas pour le tournoi et qui ont fait un taf incroyable justement pendant ces 2 jours-là où on les a pas vus parce qu'ils étaient partout. Et je vois pas comment c'est possible, mais c'était vraiment impressionnant. Et si c'était à refaire, ce genre d'événement ici à Fribourg, qu'est-ce que vous changerez ? S'il y a des choses à changer. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui manquaient. Il y a pas mal de choses qu'on a mal fait, mais ça se voyait pas forcément. Donc heureusement, on a fait Je pense qu'au niveau visuel, si tu demandes à quelqu'un qui est venu regarder le tournoi, il dira que c'était très bien. Mais nous, qui étions au courant de tout ça, on sait. Voilà. Par exemple, le repas pour les joueurs, il n'y avait pas assez de choix. Donc on a eu pas mal de plaintes des équipes. Mais vraiment, c'est des petits détails qu'on changerait. Et on est déjà en train de travailler dessus. Enfin, le tournoi il aura lieu le 4, 5, 6 juillet. On a déjà signé les papiers, tout est fait. Donc on a déjà commencé à l'organisation. Donc on commence plus tôt, parce que l'année passée on a commencé à organiser en janvier. Là on est en octobre, on a déjà commencé. Donc ouais, on est motivé, on a adoré. On a un retour exceptionnel des sponsors, des gens, tout ça. Donc ça nous motive encore plus pour travailler. Vous allez faire gaffe peut-être un peu plus pour l'année prochaine à pas vous cramer, à trop bosser justement pour ce tournoi, histoire d'arriver peut-être un peu plus léger au moment de jouer sur le terrain. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Parce que forcément, on l'a très bien remarqué que la gestion justement de l'organisation plus du tournoi, il faut qu'on lâchera les joueurs qui joueront lâcheront l'affaire bien, je crois, une semaine avant, je crois que c'était ce qui avait été dit, pour pouvoir justement essayer d'être le plus concentré possible. Maintenant, c'est compliqué, mais on verra bien comment on arrivera à faire ça. Ouais, le plus important, c'est d'avoir une organisation. Après, moi, je me vois pas lâcher ça une semaine en avance. Mais comme j'ai fait l'année passée, moi, je pense que c'était bien. Ça m'a fatigué, oui, mais je pense que je serai encore plus fatigué si je perds un peu le contrôle de ce que je sais. Donc, en même temps, c'est son bébé à lui. Il faut dire la réalité. Si on revient un peu à la base de la création de cette équipe de 3-3, l'objectif était assez clair à annoncer, c'était participer au JO 2024 à Paris. Ça s'annonce plutôt compliqué. Est-ce que c'est encore possible ? Alors non, ça s'annonce pas compliqué. On est très bien parti. Là, l'équipe suisse, elle est 11 ou 12e mondiale. Mais au niveau du classement Europe, on est très bien. En gros, il y a 3 TQO et on en vise 2. Et pour l'instant, on est qualifié dans les 2. Il reste 2 semaines de compétition avant que les classements se bloquent. Et sauf un miracle, on devrait être dans les 2. Parce que je crois qu'il n'y a que la chance que la Chine dépasse les Pays-Bas en 3e place pour que les Pays-Bas prennent notre place dans le TQO 1. Mais du coup, pour l'instant, on est dans les 2. Et si on a 2 chances d'aller au JO, c'est déjà plus que ce que n'importe qui en Suisse aurait espéré pour le basket de l'année passée. La seule chose sur laquelle on n'a pas de contrôle, en fait, c'est sur la sélection qui représentera la Suisse. C'est la seule chose sur laquelle on n'a pas de contrôle, en fait. Là du coup, on a fait nos résultats. Lausanne a fait leurs résultats, Montreux ont fait leurs résultats, les autres équipes suisses ont fait leurs résultats, et ça nous permet maintenant d'être à 2, certainement être représenté à 2 TQO. Maintenant, qui ira, ça c'est encore ça sera géré par la fédération. Parce que concrètement, ça veut dire que c'est la fédération qui choisit qui elle envoie au JO à Paris ? C'est une équipe suisse. En gros, c'est comme l'équipe suisse de foot. Tu as un joueur qui vient du FC Bâle, un joueur qui vient de Dortmund, etc. C'est la même chose. Ils vont prendre un joueur de Fribourg, un joueur de Lausanne. Enfin, le but, c'est de faire la meilleure équipe possible. Est-ce que ce sera les 4 de Lausanne ? Est-ce que ce sera les 4 de Fribourg ? Est-ce que ce sera 2 et 2, 3 et 1 ? Ça, c'est le coach qui décide. Mais la fédération n'a pas un meilleur temps d'envoyer une équipe qui se connaît, qui sait jouer ensemble ? C'est tout le débat. C'est tout le débat. C'est déjà des choses qu'on a appuyées envers la fédération. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, Lausanne était d'accord avec nous dans le sens où débarquer
même au TQO, hein, avec une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble, le pire, ce serait de faire 2-2. Le 2-2, ce serait une catastrophe parce que c'est deux concepts totalement différents qui se rencontrent parce que on joue vraiment, vraiment pas la même chose. Encore 3-1, un joueur serait capable de s'adapter, mais 2-2, c'est juste deux mentalités qui se rentreront dedans et finalement, c'est pas très logique. Maintenant, encore une fois, c'est pas dans nos mains. C'est pas dans nos mains. Nous, on fait notre maximum pour faire les. Enfin, on a fait notre maximum pour faire les meilleurs résultats possibles. Lausanne a fait de même. Maintenant, les choses se passeront comme elles se passeront. Si je te fais juste réagir sur Lausanne, ils ont engagé un nouveau joueur tout récemment, un très très bon. Est-ce que lui, il est éligible pour l'équipe de Suisse ou pas? Non, c'est comme ça marche pour l'équipe de Suisse de foot ou de basket, c'est la nationalité. Par contre, tu vois, par exemple, à Bâle, une équipe qui est en Suisse, ils ont des joueurs qui viennent de l'étranger, mais ils peuvent pas jouer en équipe suisse. C'est le même système. Ok. Ouais. Permettre juste de récolter certains points pour. Bah non, finalement. Même pas. Parce que le problème, en fait, c'est que Nathan me corrigera si je fais une erreur, parce que c'est lui qui est le plus calé sur le sujet. Mais les classements de fédération, c'est les 25 meilleurs joueurs du pays. Et ça n'a rien à voir avec le classement des équipes. Et du coup, par exemple, si Lausanne va à un tournoi avec 2 joueurs suisses et 2 joueurs étrangers, il y aura que les 2 joueurs suisses qui marqueront des points pour la Suisse, alors que les 2 autres marqueront des points pour leur pays. Donc c'est eux qui ont choisi de faire ça comme ça. C'est une décision comme une autre. Maintenant, c'est vrai que pour la Suisse, maintenant ils ont fait des bons résultats, donc ils ont quand même bien aidé au niveau du ranking. Mais c'est vrai que pour nous, c'était clairement une volonté d'avoir que des joueurs suisses pour justement avoir un maximum de joueurs bien classés dans notre fédération. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin, on a été obligé de prendre un joueur allemand parce qu'on a été un peu, voilà, entre les blessures, les absences, et voilà, un peu short. Mais donc voilà, là, c'est juste les 25 meilleurs joueurs de chaque fédération qui font foi. Est-ce que d'un certain côté, vous investir autant dans le 3-3 pour aller au JO, c'est parce que aller au JO avec l'équipe du 5-5 en équipe de Suisse, c'est presque quelque chose d'impossible? Tu peux enlever le prêt. C'est totalement impossible. Là, ça fait 65 ans que l'équipe suisse 5-5 essaye de se qualifier pour les championnats d'Europe. À chaque fois, on n'y est pas. À chaque fois, il y a des choses qui se passent. À un moment donné, il faut voir la vérité. C'est pas possible parce qu'on n'a pas une fédération au niveau, on n'a pas un championnat qui est au niveau, on n'a pas une équipe nationale qui est au niveau. Maintenant, aussi, ce qu'il faut dire, parce que j'aime bien tempérer les propos de Nathan, même si je suis d'accord avec lui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en tout cas, c'est mon avis, on a une génération qui arrive, qui est de qualité. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut construire des choses sur le long terme avec cette équipe nationale. Et c'est pas ce qui est fait actuellement. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'on a toujours des visions à court, voire à très, très court terme. Et je trouve que c'est un peu bête. Parce qu'on pourrait, à la place de... bon, maintenant, c'est fini, je crois, pour le 2025. Hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Maintenant, c'est fini pour 2025. Mais on s'est obstiné... Enfin, la fédération s'est obstinée pour se qualifier pour l'Eurobasket 2025. Alors qu'ils auraient pu essayer de faire en sorte de construire une équipe pour 2029. Clairement, se dire, OK, l'Eurobasket 2029, c'est un objectif atteignable, à mon avis. Mais il faut commencer à construire maintenant. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément faites. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Maintenant, on n'a pas forcément la même vision que la fédération. Et le 3 contre 3 nous permet d'être qualifiés dans ce genre de compétition, alors que le 55 ne nous permet pas. Donc forcément, nous en tant que joueurs qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà beaucoup apporté à l'équipe nationale, forcément on se demande si un autre challenge ailleurs n'est pas plus intéressant. En fait, c'est assez simple. Avec le 5-5, on se bat pour des places dans les pré-qualifications. Et là, avec le 3-3, on se bat pour une place au JO. L'objectif, il est vite fait, exactement. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur cirer le banc. Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Je crois qu'on va directement passer au deuxième thème. Justement, c'est Swiss Basket, une fédération qui nage un petit peu en eau trouble. On sait qu'à travers les médias, qu'à travers aussi les témoignages des joueurs, qu'actuellement Swiss Basket n'est pas à son top niveau, pas dans le meilleur des fonctionnements. Il y a des enquêtes sport intégrées qui sont en cours. Il y a aussi eu ce fameux
oublie d'inscrire Fribourg Olympique en Ligue des Champions. Vous, comme joueur, est-ce que... On peut juste citer La Liberté et Radio Fribourg Pour ces nouvelles. Oui, bien sûr, on le cite toujours. Vous, comme joueur, vous avez des problèmes que vous remarquez par rapport à cette fédération. On a vu dans une interview d'après-match que Kovac il disait qu'il manquait un dialogue entre les différents acteurs du basket. Alors, surtout en ce moment, il y a plein de problèmes qui font face de Swiss Basket. Parce que là, c'est un peu pour défendre Swiss Basket quand même. Parce que voilà, c'est un peu la vague, elle est là. Swiss Basket, ils sont mauvais, ils font n'importe quoi, nanana. Du coup, tout le monde profite de lancer ses anecdotes, de lancer ses problèmes. Après, je pense que Swiss Basket, depuis quelques années, ils font pas du tout leur job. Il faut qu'ils fassent bien plus. À commencer à ce que le championnat soit un championnat sérieux, comme j'ai dit. Que Swiss Basket oublie d'inscrire la seule équipe qui fait une Coupe d'Europe, alors que c'est la Coupe d'Europe qui fait foi pour le niveau de championnat. Je trouve que c'est une honte. Ensuite, le fait que l'équipe suisse, ça se passe comme ça, que les joueurs ils viennent plus. Après, bien certes, j'en fais partie, c'est sûr, mais j'ai le 3-3, donc je défends quand même la Suisse d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des joueurs qui sont en été, ils préfèrent partir en vacances plutôt qu'aller en équipe suisse, des joueurs majeurs. Enfin, on est dans une fédération où les joueurs, ils n'ont pas envie de défendre le maillot national. Et ça, je trouve que c'est regrettable, mais ça part depuis quand on est jeune, le marketing de la Fédé, le fait de se mouiller le maillot, le fait d'avoir des gens qui sont prêts à se battre pour nous. Parce que pendant plusieurs années, nous, on avait des matchs le 26 décembre. Mais le 26 décembre, les gens de la Fédé, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eux, ils mangeaient leur dinde à Noël avec leur famille, alors que nous, on était à l'entraînement le 25. Mais ceux qui prennent la décision, ils sont dans leur famille au chaud. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont incohérentes, qui font que petit à petit, il y a une sorte de haine qui s'est placée. Et maintenant, il y a tout qui explose en même temps. Et le fait que le président il parte au Palais Béjart, boum, ça a tout pété. Et là, voilà, il récolte un peu le fruit de ce qu'il sème depuis quelques années. Et là, il y a une assemblée exceptionnelle qui va débarquer bientôt. Et je pense qu'il y aura du changement. Enfin, il y aura du changement, c'est sûr, à un moment donné. Quand ça va arriver, le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Et on précise que c'est rien contre le pays, la Suisse, mais contre le dysfonctionnement de la fédération. Hein. Ouais, j'allais le dire. Et là, encore, je ne vais pas tempérer les propos de Nathan parce que je suis d'accord à tous les étages. Mais, et là, je parle pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup d'autres. Moi, j'ai pris ma retraite internationale tout d'abord en premier lieu pour ma famille, pour mon enfant. Mais en tout cas pas parce que j'ai pas envie de représenter la Suisse ou parce que je suis pas patriote ou quoi que ce soit. S'il y a bien une chose que les gens qu'on me connaît pour, c'est justement pour mon patriotisme. Mais là, le truc, c'est que c'est la fédération que c'est compliqué. J'ai de la peine à représenter une fédération qui travaille de cette manière-là. Alors, je pense pas qu'il y a tout qui est à jeter, mais il y a trop de choses. Et comme Nathan l'a très bien dit, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses. Et vu qu'on est très suisse, quand on est suisse et qu'il y a des choses qui vont pas, on attend. On reste calme, ça va passer, tout va bien. Et je suis le premier comme ça, vraiment. Et là, ça passe, et encore des choses, et encore. Puis au bout d'un moment, voilà. Moi, je prends ma décision en partie aussi à cause de ça, en me disant, moi, j'en ai marre. J'ai plus envie de représenter cette fédération. Parce que je n'arrive pas à m'identifier dans leurs valeurs et dans leur manière de voir les choses. Maintenant, j'espère que c'est voué à changer. Je ne reviendrai pas en équipe nationale parce que ça ne change pas mon premier point. Donc, de toute façon, je ne pense pas que je reviendrai. Non, je ne reviendrai pas. Il ne parle pas de l'équipe Suisse 3-3. Hein. Non, je ne parle pas de l'équipe Suisse 3-3. Le 3-3, c'est différent. C'est plus adapté à une vie de famille. Merci, j'avoue que j'ai pas pensé à parler de ça comme ça. Mais et voilà, et c'est compliqué quand en tant que joueur, tu peux pas t'identifier en fait à ta propre fédération. Moi, je trouve que c'est dommage parce que honnêtement, c'est pas qu'on veut pas. Parce que s'il y a des gens qui disent qu'ils veulent pas, je suis désolé, mais c'est pas vrai. C'est pas qu'on veut pas s'identifier à sa fédération. C'est juste que quand tu as une fédération qui travaille comme la fédération suisse de basket travaille, le basket en Suisse a du souci à se faire. Et moi, je trouve que c'est dommage. Comment vous avez réagi après ce fameux un peu coup de gueule, mais aussi en même temps un peu cri à l'aide de Roberto Kovac après ce fameux match contre le Kosovo. Comment vous avez réagi en entendant ces propos ? C'est un peu, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Et Kovac, il est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent un peu à encaisser, à garder.
Mais lui, il n'arrive pas. Et c'est une qualité comme c'est un défaut. Il est à Fribourg. On a gagné le titre l'année passée grâce à ce défaut, parce qu'il a un peu trop parlé à Massagno. Ils ont décidé de le couper, on l'a récupéré. Et il nous a sauvé notre saison, clairement. Nous, à Fribourg, on le tolère comme ça, hein, franchement. Oui, Kovac, moi, je l'adore. Toi, tu l'adores aussi, je sais. Vous avez été on a vécu ensemble. C'est Ouais. un peu le Dido de Olympique en fait. Le Un peu le Di Domenico d'Olympique. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, purée, c'est un bon parallèle ça. Mais ouais, on le connaît depuis longtemps à Fribourg. J'ai joué avec lui 1 ou 2 saisons. Toi, tu as joué avec lui je sais pas combien de fois. Et on l'adore comme ça parce qu'on a besoin de quelqu'un qui dise les choses. Et après, je sais très bien, moi je vais souvent vers lui et je lui dis Kovac, ça suffit maintenant. T'as fait ton truc, là maintenant on a besoin de toi, ressaisis-toi. Ouais, t'as raison. Ou alors il va vraiment parler. Et on a besoin de quelqu'un qui parle, que tout le monde se dise ah ouais, il a raison. Après la façon, la manière, des fois, comme la conférence de presse, peut-être qu'il aurait dû le faire d'une autre manière, un peu plus calme. Mais au final, il l'a dit, il y a des choses qui bougent et c'est exactement ça. Et Kovac a été le fer de lance et je suis fier d'être son ami et d'être surtout dans son point de vue. Puis comment vous réagissez aussi justement quand ces fameux étés où certains meilleurs joueurs du championnat suisse comme Boris Mbala ne rejoignaient tout simplement pas la sélection. Comment on réagit quand on voit tous ces talents qui viennent pas jouer? Comme tout le monde. C'est-à-dire, forcément, on est déçu. Moi, je sais très bien comment ça s'est passé quand j'ai dit que j'arrêtais. Et j'ai reçu des messages, j'ai reçu de tout. J'ai reçu t'as raison de prendre du temps pour ta famille, mais j'ai aussi reçu mais c'est ridicule d'arrêter à cet âge-là. Pareil pour les joueurs qui sont jeunes et qui sont soit pas convoqués, parce qu'il y en a aussi, soit qui refusent. Alors, s'ils ont une bonne raison, voilà, tant mieux. Écoutez, tout le monde a ses raisons. Après, si t'as pas vraiment de bonne raison de le faire, l'équipe suisse reste l'équipe suisse de 55 reste une manière de se faire connaître, de se faire voir. Ça a été, en tout cas pour moi, ça a été très bénéfique pendant une époque. Maintenant, c'est plus le cas pour d'autres raisons. Mais forcément, en tant qu'observateur, on se dit quand même que c'est dommage. Mais encore une fois, si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas que c'est tombé du ciel d'une manière ou d'une autre. Donc oui, on est déçu de voir qu'il y a des gens qui refusent les convocations sans bonne raison ou qui inventent une raison ou je ne sais quoi. J'allais dire que sais-je. Mon Dieu, le coach il détonne de ouf. Mais voilà. Après, pour la majorité, le problème c'est qu'on peut les comprendre. Et ça, c'est quand on peut les comprendre, c'est que le problème il est plus haut. On va parler d'un truc un peu plus positif. Dans les journaux le matin, la Tribune de Genève et la Liberté, on parle de Sefolosha comme peut-être le futur président. C'est de bon augure pour la suite, Nathan? Tu penses? Alors, que Thabo devienne président, moi je suis pour. Parce que c'est une personne qui a vu du basket et qui a vu du basket de très haut niveau. Il y a beaucoup de critiques qui disent qu'il n'a pas d'expérience dans gérer une entreprise, gérer quoi que ce soit. Mais au final, il n'est pas seul. Il vient avec son groupe, avec des personnes de confiance. Thabo, c'est une personne intelligente. C'est une personne qui est au courant de ses capacités, de ses forces et ses faiblesses. Donc je me fais vraiment pas de soucis sur le fait qu'il arrive à trouver des personnes compétentes à ses côtés. Et Swiss Basket a besoin d'argent. Parce que sans argent, tu peux rien faire. Et le fait que Thabo soit président et que ce soit lui qui vienne voir les sponsors, c'est Thabo, quoi. Ça aide dans les négociations. Et là, je suis vraiment pour Thabo en tant que président à Swiss Basket. Parce que pour vous là actuellement, pour tenter de sauver la situation comme elle est, il faut, c'est quoi le premier truc à faire? C'est changer les dirigeants, changer peut-être une façon de gérer la fédération? Là, on arrive à un point où, comme je l'ai dit avant, il y a tout qui est en train de sortir en ce moment. Tous les petits scandales, ils sortent parce que c'est un peu la mode de cracher sur Swiss Basket maintenant. Et ça, je pense pas que ce soit positif, mais au final, ça sort maintenant ou ça sortait petit à petit. C'est des points qui seraient retrouvés au même moment lors de l'Assemblée Générale. Et le fait que ça sorte tout maintenant, c'est un peu une mode. Mais au final, si c'était une fédération irréprochable, il n'y aurait pas d'histoire. Et voilà. Et là, on est arrivé à un point où tout le monde déteste Swiss Basket pour telle et telle raison, parce que chacun a été touché par une erreur de Swiss Basket ou par quoi que ce soit. Et je pense que là, on est arrivé à un point où les gens ils font plus du tout confiance aux dirigeants de Swiss Basket.
faut les changer. Puis surtout, c'est pas des. Enfin, faut se rendre compte que c'est pas forcément des. Comment dire ? Surtout en tant que joueur, c'est pas des gros problèmes. C'est un ensemble de petites choses. Et d'un ensemble de petites choses, tu arrives à des choses qui pour toi sont inadmissibles ou qui touchent tes propres valeurs. Et du coup, forcément, toi en tant que personne, c'est des choses que tu peux pas accepter. Et puis après, y a des choses qui sont très négatives qui sortent. Après, je suis d'accord avec Nathan dans le sens où là, ils se font taper dessus dans tous les sens parce que voilà, tout le monde a envie de taper sur Swiss Basket parce que maintenant je peux. Avant, je pouvais pas. Maintenant, voilà. Je pense que là, encore une fois, la fédération a pas tout fait faux. Mais ils n'ont pas tout fait juste non plus. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Swiss Basket et de cette fameuse fédération. On va passer un tout petit peu au Fribourg Olympique, un petit peu à votre carrière, à l'actualité de l'équipe et puis à la nouvelle saison, un nouvel entraîneur. On va revenir vite fait sur votre carrière. Alors, Arnaud, toi, tu as surtout été formé ici. Toi, Nathan, c'était plutôt à Villars avant de venir ici à Fribourg. Mais tous les deux, vous êtes partis de Fribourg. Nathan, tu as joué en Israël. Pourquoi ce choix de partir déjà dans un autre championnat ? J'ai décidé de partir parce que j'ai tout gagné en Suisse plusieurs fois. Je suis arrivé à un moment où j'avais un peu des difficultés à me motiver pour certains matchs. Et j'avais cette opportunité de jouer en Israël, qui est un des meilleurs championnats en Europe. Et j'ai fait ce choix, j'ai fait un peu ce pari. Et puis, il est surtout devenu israélien entre deux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais d'autres opportunités, par exemple partir en Pro B en France ou dans des divisions peut-être un petit peu inférieures, mais dans des championnats encore plus relevés que l'Israël ? Déjà, le championnat israélien, il est meilleur que la Pro A française. Qu'on se le dise. Bon, après, dis les termes. Ouais. Mais oui, j'avais des offres en Pro B, j'avais des offres j'avais quelques clubs en première division allemande aussi qui m'ont contacté, mais j'ai choisi l'Israël parce que déjà c'est un championnat qui est meilleur. Je comptais comme Arnaud l'a dit, je comptais comme local, donc ça c'était aussi une pression qui était moindre. Et puis aussi, il fait beau en Israël. Les beaux côtés de la vie. Bon, pourtant, on n'entend pas beaucoup parler de ce championnat d'Israël. Nous, on entend parler des équipes d'Euroleague, mais pourquoi on n'entend pas parler de ce championnat ? Il y a une équipe Euroleague en Israël, Maccabi Tel Aviv. Il y a 2 équipes qui jouent en Eurocup. Ça joue au basket. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler en France parce qu'on est à côté. On parle de l'Allemagne parce que c'est à côté. Et on a aussi beaucoup d'étrangers de Suisse qui partent jouer en Pro B. On avait Kazadi qui était en Allemagne, on a Duba qui était en Allemagne, on a beaucoup d'étrangers qui partent en Pro B en France. Mais l'Israël est un championnat, il est top 4 des meilleurs championnats en Europe quand même. Et pourquoi ça s'est mal passé ou pourquoi tu es revenu par après ? Parce qu'il y a eu la guerre et du coup j'ai décidé de couper mon contrat. Quand tu as des roquettes qui tombent à 200 mètres de chez toi, que tu as l'alarme qui sonne au milieu de la nuit, tu dois préparer ton passeport. Au bout d'un moment, moi qui ai grandi en Suisse, je préfère être en sécurité. Sur le plan sportif, c'était comment là-bas ? Moi, il me semble que tu jouais pas vraiment à ton poste où tu pouvais mieux exploiter tes qualités. J'étais utilisé en poste 4, c'est clairement pas mon poste préféré, mais ça je le savais depuis le début. Et c'est vrai que j'ai quand même fait ce pari d'y jouer. Après, sur les matchs que j'ai joués, je ne sais plus exactement combien j'ai fait de matchs, mais j'étais quand même souvent 5 de base. Et après, je me suis blessé 2 fois. Les 2 fois où je suis venu en équipe suisse, je me suis blessé. Donc ça a aussi freiné énormément de choses. Mais il y avait également le Covid. Donc j'ai pas pu visiter parce qu'il y avait $30,000 d'amende si j'étais vu dans un lieu public. Donc autant dire que j'étais souvent chez moi. Donc Covid, la guerre, il y avait plein de choses. Je me suis blessé. C'était pas ma meilleure année. Mais encore, j'ai reçu une offre cet été. J'étais pas loin de l'accepter. Mais heureusement, t'es reparti pour un tour. Heureusement que j'ai pas accepté parce que je de nouveau en Israël. De nouveau en Israël, ouais. Ah, en Israël, dans un meilleur club dans lequel j'étais. Mais ouais, heureusement avec ce qui se passe actuellement que je suis pas allé. Donc ouais. Qu'est-ce qui t'a fait rester ici ? C'est un peu. Mais le 3-3 déjà, c'est plus facile de. C'est ça, c'est beaucoup le 3-3, le fait de pouvoir gérer ça d'ici. J'ai aussi, il y a Fribourg qui m'a offert un poste dans l'administration. Un petit poste, donc ça aussi ça me permet de me concentrer sur mon après-carrière et
Et puis ouais, c'est le fait aussi d'avoir un peu un nouvel objectif avec un nouveau coach, nouveau président, nouveau style de jeu, tout nouveau, c'était excitant. Et je regrettais pas ce choix avant la guerre, et maintenant qu'il y a la guerre, je suis super content d'être là. Je regrette encore moins. Toi, Arnaud, de ton côté, tu as rejoint Genève. Aussi, un besoin d'aller voir ailleurs? En fait, l'expérience Genève a été pour moi à la base un petit saut pour peut-être en faire un plus grand. Parce que c'était un peu sortir de la zone de confort de Fribourg sans non plus aller trop loin. Et puis, ouais, l'expérience s'est pas très très bien passée d'un point de vue sportif déjà, mais aussi, ouais, c'était un peu compliqué j'étais pas forcément d'accord avec la manière de voir les choses au niveau des dirigeants et tout ça. Maintenant, je pense pas que c'était une mauvaise expérience. Ça m'a fait grandir en tant que personne énormément. Mais pour moi, c'était plus logique de finalement rester en tant que joueur suisse en Suisse et pas de décider de faire ce plus grand saut parce que je me sens plus utile en tant que joueur local en Suisse plutôt que joueur étranger à l'étranger. Donc je comprends d'autant plus le fait que Nathan ait pris ce choix d'Israël étant donné qu'il avait la possibilité de jouer en tant que joueur local, parce que pour moi en tant que joueur local tu as une vraie responsabilité tout en ayant une certaine sécurité entre guillemets. Mais par contre tu as quand même une grande responsabilité parce qu'en général c'est les joueurs locaux qui ont de grandes qualités, c'est aussi des joueurs qui ont un certain salaire, donc un certain degré d'exigence au niveau du club. Donc c'est une pression qui est différente, mais je trouve que c'est une pression qui est vraiment beaucoup plus gratifiante, je dirais, plutôt qu'être joueur étranger dans un championnat. Et après, du coup, fatalement, la chose qui me paraissait le plus logique, c'était de revenir à Fribourg parce que c'était rentrer à la maison. Même le Valaisan d'origine que je suis, qui tient à Montvalais, ma vie elle est ici, donc c'est vrai que c'était pour moi la chose la plus logique à faire. Puis après maintenant, en plus de ça, comme Nathan l'a très bien dit, le fait d'avoir un nouvel élan en plus de ça à Fribourg, après l'exceptionnel passage de Pétard, c'est aussi quelque chose de positif et c'est intéressant de pouvoir s'intégrer dans une nouvelle continuité ici. Si tu avais choisi de faire le grand saut, on aurait peut-être eu la chance de te voir évoluer dans quelle ligue? NBA. Non, je pense que j'aurais été très très adapté pour jouer en France. Parce que c'est un jeu qui est très athlétique, donc forcément ça aurait été adapté. J'avais fait des try-outs à Dijon, ça s'était bien passé, mais ça avait débouché sur rien parce que le timing n'était pas bon pour eux. Et d'ailleurs, c'était pas du tout un problème pour moi, c'était une très très bonne expérience. Je remercie d'ailleurs Laurent Leniam, le coach à l'époque, qui m'avait super bien intégré, alors que j'ai fait que 4 entraînements et je jouais beaucoup à l'entraînement, alors que moi je m'attendais à regarder joyeusement sur le côté. Mais non, c'était une chouette expérience. Et c'est vrai que je pense que la France aurait été adaptée par rapport à mon style de jeu et à ma manière de faire les choses sur le terrain. D'ailleurs, en rentrant de Dijon, il m'a fait un message vocal de 8 minutes 30. Oui. Je lui ai dit, Arnaud, t'es gentil, tu me racontes lundi. Le meilleur message vocal de ma carrière de messages vocaux, et Nathan, il l'a jamais ouvert. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le x2 ou le... Non, c'était x1, 8 minutes. Merci Arnaud, on en parle lundi. Tu lui as raconté quoi pendant 8 minutes? Alors, moi j'aime beaucoup parler, donc ma vie en général, je pense que ça a dû commencer par le fait que j'ai demandé à Axel Julien un linge et il m'a demandé si j'avais besoin d'un maillot. Dans ma tête, c'était la panique parce que je comprenais pas la barrière de la langue alors qu'on parlait la même. Mais non, j'ai certainement raconté ma vie 3 fois, 4 fois, comment s'est passé chaque entraînement. Ouais, oui, un bon 8 minutes, ouais. On passe maintenant à la thématique, on revient à Fribourg, ici, Olympique. Ça va casser l'ambiance un peu. Mais j'avais une petite blague, mais j'ose pas la faire parce qu'elle est vraiment nulle. On t'écoute attentivement. Mais fais attention à toi. On ose dire qu'à Dijon, la moutarde, elle a pas pris. Pas la mayonnaise, mais la moutarde. Ouais, t'aurais dû Ça marche. t'abstenir. Du coup, on va parler maintenant de la nouvelle saison, comme t'as dit, Marius, de la Supercoupe ce week-end contre Massagno. Première défaite. Là, t'as cassé l'ambiance. Là, j'ai cassé l'ambiance. Ah, ça devait venir. Hein. Ah oui, il y a un moment X ou Y. Forcément, c'est annonciateur d'une saison qui va être encore plus relevée. Alors de toute façon, la saison, on savait qu'elle allait être relevée.
Parce que déjà, nous, on part sur un effectif de 8 joueurs, plus 2 jeunes. Tout est nouveau. Ensuite, on arrive contre Massagno sans Kovac, sans Casadi, sans Dylan. C'est comme par hasard 3 joueurs du même poste. Donc on savait que ça allait être difficile. Je pense qu'on est quand même passé à côté de notre match. On aurait dû faire beaucoup mieux que ça. De là à gagner Massagno en début de saison, c'est là où ils sont les meilleurs. Ça aurait été peut-être un peu court, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on n'a pas montré le visage qu'on peut montrer. Mais heureusement, le plus important pour moi dans une équipe, c'est comment tu bounce back après une défaite, surtout une grosse défaite. Et là, on l'a vu hier, on a très bien joué, on a été agressif. Et surtout, on est resté soudés, on est resté une équipe. Et ça, c'était important. Massagno, c'est mieux de les gagner en début ou en fin de saison? Après toi. Ah. En finale ou en match de prépa, c'est ça? Mais cette saison aussi, Pétard part après un règne de plus de 10 ans et d'innombrables titres. Philippe de Gautreau également laisse sa place à Pascal Joie. Les étrangers qu'on voyait depuis des années comme Davonta Jordan, ils partent aussi. Paul Gravet qui part. Vous n'êtes pas les rescapés de ce navire, on va dire, mais un petit peu quand même. Comment on gère un tel renouvellement dans toute une équipe, surtout comme Olympique, qui a tout gagné en fait? Ça se gère bien, moi je trouve. Non, mais là, c'est sûr que c'est toujours compliqué quand tu changes de cycle. Ça, c'est valable pour la vie de manière générale. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que de sortir d'une telle période de succès, c'est évident pour personne. Et en plus de ça, quand tu perds beaucoup de joueurs, le coach, c'est encore un autre débat, mais quand tu perds beaucoup de joueurs avec qui tu avais l'habitude d'évoluer et que tu connais très bien, c'est sûr que c'est une autre adaptation. Maintenant, c'est toujours très positif et ça, je pense que ça apporte beaucoup à tout le monde de voir d'autres personnes aussi. Et l'avantage qu'on a en Suisse, c'est que, je veux dire, tous les joueurs suisses, on se connaît. Tous les joueurs suisses, on a joué ensemble, contre... en équipe suisse, au 3-3 même, enfin je veux dire, et on se connaît très bien, et finalement qu'il y ait une valse de joueurs suisses, voilà, pour nous c'est normal. Et puis la valse des joueurs étrangers, pour avoir joué à Genève, c'est 3 ou 4 étrangers différents par saison, et il y en a 3 qui arrivent en cours de saison et qui changent et qui repartent, donc voilà. Bon, alors moi la première année à Genève c'était compliqué parce que j'aimais pas du tout ça, puis voilà, finalement au bout d'un moment tu te rends compte que c'est des choses qui sont normales, et du coup c'est plus facile à s'adapter quand il y a énormément de changements de joueurs. Est-ce que le Fribourg Olympique de cette saison est plus fort ou moins fort que le Fribourg Olympique de l'an passé? Il est moins fort. J'adore ces questions. On va pas se mentir, il est moins fort parce que on a moins de joueurs, on a moins de rotation. Après, on a un style totalement différent. Donc peut-être que si on avait le même nombre de joueurs, le même roster, avec la même qualité, disons notre qualité de 8 joueurs, tu la déplaces sur 12 joueurs et la qualité de l'année passée, je pense ça va être un match serré. Mais là, en ce moment, surtout avec les blessures, il faut voir comment Casadi revient. Mais actuellement, on est clairement moins fort. Mais après notre potentiel, je pense que surtout notre potentiel athlétique, il est très élevé. Et on peut faire en défense, on peut faire vraiment du mal. Tu parlais d'un nouveau Fribourg Olympique. C'est quoi la patte de Thibaut Petit alors? La patte de Thibaut Petit, on est en train un peu de l'apprendre aussi, hein. C'est pas évident. Parce que on a tellement de blessés que lui doit énormément s'adapter. Donc je pense que lui-même il dirait qu'il n'a pas encore eu le temps d'apporter sa petite touche parce qu'il essaye un peu de survivre, que l'équipe elle soit en forme pour le match. Là, si on a encore une personne qui part, est-ce qu'on est 5? On ne sait pas. Donc je pense qu'il aurait rêvé d'un peu plus de liberté pour pouvoir justement exprimer son jeu. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est surtout de la grosse défense et de la contre-attaque. Il aime le jeu libre, il aime que le meneur il ait le ballon et qu'il fasse des passes un peu rapides. Et c'est du basket moderne, quoi. La patte Petit aussi, c'est t'avoir nommé capitaine cette saison, et toi Arnaud, co-capitaine. C'est un rôle qui te tient à cœur, Nathan? Alors, c'est un rôle ça me tient à cœur, c'est un vrai honneur. J'étais capitaine en 2019 déjà. Et c'est vrai que ça m'avait fait quelque chose en 2019. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose de spécial quand même.
Et le fait d'avoir été nommé capitaine maintenant, c'est vrai que comme j'ai dit, c'est un honneur. Mais au final, je ne change pas vraiment ce que je faisais d'avant, où j'essayais d'être un leader, j'ai aidé mes coéquipiers, j'essayais d'être positif. Et Arnaud, c'est la même chose. Hein. Nous deux, on a toujours été très vocaux. On a toujours été très vocaux, on a toujours été les premiers à montrer l'exemple sur l'exercice, à montrer l'exemple dans l'attitude, aussi contact avec les supporters, contact avec les médias. Je pense que le fait d'avoir ce titre ne va pas changer notre attitude, mais c'est vrai que c'est un honneur de voir que c'est récompensé. Arnaud, c'est quoi le rôle d'un vice-capitaine ? Soutenir l'autre. C'est pas ici, quoi. C'est capitaine. Ouais. Capitaine. C'est juste que c'est plus simple d'avoir deux personnes pour gérer ce genre de choses. C'est quelque chose que j'avais jamais connu avant, pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que le fait d'avoir deux personnes différentes qui ont un peu le même rôle, ça fait que finalement quand tu as des demandes au niveau par exemple médiatique où ils demandent des joueurs, du coup ça fait qu'il y ait deux personnes à la place d'une dans ce genre de cas. Ça permet aussi quand tu as un rapport avec les joueurs, il y a peut-être un des deux qui a plus l'habitude de faire quelque chose, l'autre qui a plus l'habitude d'en faire une autre. Nathan typiquement organise très bien les trucs, donc finalement Nathan s'occupe de ça. Moi je suis en général assez bien pour parler, donc du coup s'il faut aller devant les médias en général c'est moi qui y vais. Donc c'est bien d'avoir on se soutient mutuellement pour que l'équipe elle soit toujours dans les meilleures conditions à l'intérieur du groupe. Après tout ce qui est extérieur, le coach gère beaucoup de choses et forcément on est deux intermédiaires et le fait d'en avoir deux, c'est juste que ça permet de profiter des qualités de tout le monde. Et aussi le fait d'en avoir deux, ce qui est bien, on s'entend vraiment super bien, on discute souvent et c'est vrai que parfois il y a des choses que moi je vais pas forcément voir que lui verra, on en discute et vice versa. Et aussi je peux pas être tous les jours dans un jour où je vais montrer l'exemple le mieux, des fois j'ai aussi un moment down, la même chose pour Arnaud et c'est là qu'on va aussi énormément s'aider pour qu'en tout cas un de nous deux soit au top et puisse montrer l'exemple et puisse être de bonne humeur et tout. Mais au moins on a le sourire tout le temps et ça c'est trop bien. Est-ce que vous aviez le sourire après votre élimination en Ligue des Champions? Et là, la deuxième cassage d'ambiance, moi j'y vais. Allez, bonne journée. Non, je voulais juste revenir justement sur ces phases de pré-qualification de nouveau en Ligue des Champions. Vous étiez 7 joueurs pour 4 matchs. Premier match, ça passe. Deuxième match, c'est contre les Polonais, une équipe de haut niveau. Comment vous avez pris finalement cette phase Ligue des Champions? On l'a pris comme des matchs amicaux, honnêtement. Parce que on savait très bien que les Glasgow, le Caledonia, on avait les capacités de les battre. On savait très bien que Varsovie, pour les battre, il fallait qu'on fasse un match parfait. Mais on savait que c'était meilleur que nous. Donc on ne s'est vraiment pas mis de pression. On a battu Caledonia, ce qui était déjà une super nouvelle. Et on a pu rester quelques jours en Turquie, ce qui était aussi bien pour l'équipe, pour l'ambiance. Mais après, on est quand même passé à côté de notre match de Varsovie, mais on est quand même revenu à 4 points à un moment donné, on s'est vraiment bien battu. Donc certes, on a perdu, on n'a pas eu de réussite à 3 points, mais ça ne va jamais être notre force. Ils ont défendu extrêmement bien, c'est une défense qu'on ne rencontre jamais en Suisse, ce qui est aussi un problème pour l'équipe suisse, parce que le championnat est mauvais, bref, on en a parlé. Quel joli parallèle. Donc on savait très bien à quoi s'attendre, et franchement, je pense qu'on n'a pas démérité sur les résultats, même si je sais qu'on aurait pu mieux jouer, on aurait peut-être plus embêté, mais défaite logique. Le sourire était là toujours. J'allais le dire, mais je m'attendais à ce qu'ils le disent du coup. Actuellement, au niveau de l'équipe, c'est, comme vous l'avez dit, décimé par les blessures avec notamment Roberto Kovac, Jonathan Casadi et aussi Dylan Ducomin. Comment on gère quand déjà ces deux joueurs vraiment majeurs et aussi Dylan Ducomin qui est un jeune prometteur, comment on gère quand une équipe elle est autant touchée que ça? Tout le monde sait que quand on a des joueurs blessés, tout le monde doit faire un peu plus, déjà, pour commencer. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important de se rendre compte, c'est que du coup, on se doit d'être un peu plus versatile, dans le sens où certains vont devoir jouer à d'autres postes, parce que justement, on a des blessés. Ça a été d'ailleurs le cas de Nathan qui a dû jouer un peu plus sur certains matchs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, forcément, on se doit de s'adapter.
Et en plus, avec cette règle bon, ça c'est pour la Suisse, mais avec cette règle de 3 joueurs étrangers en même temps sur le terrain et pas 4, du coup ça fait que forcément on est obligé on sait qu'on va devoir faire plus au niveau de notre temps de jeu, au niveau de ce qu'on apporte et tout ça. Donc c'est juste je dirais que finalement ça change pas grand chose, mais on doit être prêt quand même à donner plus en tout temps. Du coup, cette patte Thibaut Petit, vous en avez un peu parlé. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces méthodes d'entraînement à ce nouveau staff ? C'est carré, et ça je trouve que c'est fantastique. Non, c'est très carré dans le sens où on a vraiment un programme d'entraînement qui est clair. À l'intérieur de l'entraînement, je parle, même si le programme d'entraînement est très clair, c'est pas ça le problème, mais à l'intérieur de l'entraînement, la structure de l'entraînement est très claire. La manière dont il veut faire quelque chose est toujours claire et c'est toujours bien amené dans le sens où on sait où on va, on sait pourquoi on fait les choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très bien parce qu'on sait où on va. Il n'y a pas un moment où on se dit aujourd'hui on va à l'entraînement, mais on ne sait pas ce qu'on travaille, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas sur quoi on veut progresser. Là, on sait et c'est très bien en tant que joueur, en tant qu'individu, parce que ça te permet de progresser, ça permet de savoir sur quoi tu dois progresser en tant que joueur, mais aussi en tant que collectif, et tu sais où tu dois apporter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'avais jamais vu avec autant de précision chez un coach. Ça fait plaisir d'avoir votre statut, vous avez tout gagné, mais de quand même avoir cette possibilité de progresser, de continuer à développer votre basket. Nathan ? On peut toujours progresser. On peut toujours progresser, même si à un moment donné, à un certain âge, tu sautes moins haut, tu cours moins vite, mais il y a quand même quelque chose dans quoi tu peux progresser. Moi, j'ai énormément travaillé sur mon shoot, même si là en début de saison ça se voit pas trop encore, mais fin de saison passée j'en mettais pas mal. Donc je sais que je dois un peu changer mon jeu à travers mes blessures, je saute beaucoup moins haut. Donc voilà, j'ai réussi à changer mon jeu, je pense que je suis bien meilleur que mes premières années, alors que mes premières années je dunkais 5 fois par match. Mais voilà, on peut toujours progresser. Et puis là, surtout avec un nouveau style de jeu, je dois apprendre de nouvelles façons de jouer, de nouvelles façons d'être performant. Et comme j'ai dit, tous ces changements, c'est excitant pour cette saison. Au niveau du budget, on annonce un budget 30% inférieur que la saison passée. Nouveau staff, entraîneur, président effectif. Massagno et Genève, ils affichent un meilleur budget avec des contingents bien renforcés. Est-ce que c'est une saison transition pour Fribourg ? On veut quand même aller jouer et on affiche l'ambition d'aller jouer les titres. C'est une saison de transition et on va jouer les titres. J'aurais pas mieux dit. Voilà, fin du débat. Non, comme tu as dit, on a un budget qui est diminué. On a moins de joueurs. On a un effectif réduit. On a un peu tout qui a baissé. Mais on a quand même les Suisses qui sont dans les meilleurs du pays, avec Kazadi, avec Kovac, avec Arnaud, avec moi. Donc ça serait une honte de dire qu'on ne vise pas les titres avec des joueurs suisses pareils. C'est une honte de ne pas mentionner Martin dans les meilleurs joueurs suisses aussi, ou bien ? Non, mais disons qu'on les a gardés. Et puis surtout on aime beaucoup Kylian et c'est un joueur qui a avec énormément de potentiel, mais disons que les joueurs dont Nathan a parlé, c'est des joueurs qui ont gagné des titres et qui ont appris, entre guillemets, à gagner. Kylian, on va lui apprendre à gagner. Pareil d'ailleurs pour Dylan et Aloïs qui ont un gros potentiel et avec qui on va travailler pour pouvoir, pour déjà qu'ils puissent apporter au collectif, mais qu'on puisse leur apporter pour aussi leur apprendre à jouer ces grands moments et à gagner dans ces grands moments. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Je pense qu'on va passer à notre dernière partie de ce podcast, c'est la banquette. Alors vous partagez beaucoup de points communs. On va vous proposer de vous lancer sur un point commun, puis vous raconter une anecdote ou un souvenir par rapport à ça. Le premier point commun, vous êtes nés les deux la même année, vous avez été formés plus ou moins au même endroit. C'est une belle cuvée finalement pour le canton de Fribourg. 95. Oui, non, c'est sûr que. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup joué ensemble en équipe de jeunes.
j'étais pas suisse. Et voilà, et en équipe nationale, finalement, on n'a pas beaucoup joué ensemble non plus. Alors que la 94-95, la génération de base, si tout le monde avait continué, elle est ridicule. Elle est incroyable. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté parce que les aléas de la vie font que. Mais c'est vrai que les 95 et les 94, on avait une très très belle génération, mais qui s'est vraiment pas concrétisée. Surtout 95 quand même. Surtout 95. 94, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Clint, il peut venir Oui. tout seul et il fait toute la génération en T'en as pote. un, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a. La génération, en fait, on a un grand débat toujours. Et ça, c'est chaque fois qu'on va en équipe suisse ou chaque fois qu'on se retrouve, c'est la génération 91 et la génération 95. C'est un peu les deux grosses. Totalement. Et la génération 91, c'est Kazadi, c'est Duba, c'est. Je sais plus. Bref. Le truc, c'est que c'est 91-92 parce qu'après, t'as Brian, Savoie, enfin tous ceux qui étaient là à ce moment-là, qui jouent plus pour la majorité. Mais 91, il y a aussi, ils ont leur 5 de base. Faudrait que Kazadi soit là. Le 5 de base 91, le 5 de base 95, c'est vraiment du très haut niveau. Parce que 5 de base 95, c'est qui? C'est toi 3, moi 4, ça me paraît évident. Ou 5, je m'en fiche. 4. Paul 4. Ah, voilà, Paul, Zin et Clayton, Yorai. Bon, Yorai, je sais plus où il est. Il a disparu. Il a arrêté, bon, voilà. Ouais, je pense qu'on peut faire facilement une équipe de 8, 9, 10 qui est vraiment, vraiment costaud. Faudrait organiser un All-Star 91 contre 95. Ouais, Alors, les ils sont cassés, Nantais sont tous cassés, ouais. les joueurs, là. C'est quoi le prochain 5 de base avec la génération de nouveau un petit peu dorée? C'est ça le problème. C'est que c'est trop éparpillé. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il n'y a pas une génération qui est en train de sortir. Parce que tu vois, en 97, par exemple, en 97, il y a Polite et il y a mon frère. En 99, il y a Selim, Kylian Martin. Et après, il y a les jeunes, je ne sais pas quelles années ils ont à partir de 2000, c'est trop jeune. Dylan, il est quoi, 2004, Il a 19 ans. c'est juste? Ouais, 2004. Aloïs, pareil. Ou Aloïs, c'est 2005. 3, 4, 2, 1, boum. Ouais, mais c'est très éparse, malheureusement. Et c'est vrai que quand on compare avec, si on prend depuis, je pense, 90 jusqu'à 95, voire même, je pense, avant, il y avait à chaque fois au moins 3 ou 4 joueurs par génération. Puis après, la génération 91-95, il y avait plus de monde. Et c'est vrai que c'est aussi symptomatique d'une formation qui est en déclin et c'est dommage. Autre point commun, vous avez choisi de partir les deux à un moment de Fribourg, on en a parlé avant. Vous en aviez marre de Pétard? Oui. Ça se comprend. Hein. Alors, Pétard est une personne fantastique et formidable et je ne renierai jamais ce propos. Jamais. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que jeune, c'était très très difficile parce qu'il mettait une vraie pression mentale sur ses joueurs. C'est quelque chose qui fait grandir, certes, mais qui peut être très compliqué à gérer, surtout quand on est jeune. Moi, je l'ai très bien vu quand je suis parti. J'étais pas à bout, mais c'était pas loin, mais c'était quand même quelqu'un qui me faisait progresser, même à la fin, même juste avant que je parte. Et après, quand je suis revenu, il a continué à me faire progresser, mais vu que j'avais grandi, maturé, finalement, les choses me touchaient pas de la même manière. Donc, c'est vrai que en étant jeune joueur, et surtout, c'est quelqu'un qui met beaucoup de confiance en toi. Donc, qui dit confiance dit pression, et qui dit pression dit quand tu es jeune, il faut la gérer. Et c'est des choses qui sont pas forcément évidentes. Et moi, je suis parti parce que j'étais en négociation pour mon prochain contrat et j'avais des attentes et puis ils n'ont pas été suivis. Et du coup, il fallait faire un choix. Soit je baissais un peu mes attentes et soit je partais. J'ai décidé de partir. Et après, quand je suis revenu, ils ont été respectés. Donc, cet été-là, on a été au téléphone souvent. Ouais. Très très souvent. Je pense qu'on a bien passé 1 heure une fois au téléphone. Je me souviens, j'étais en train de faire ma lessive. J'étais dans mon appartement à Romont pour te dire à quel point je m'en souviens très bien. On a passé vraiment longtemps au téléphone parce que lui, c'était une période où il n'était pas forcément satisfait de ce qui se passait. Moi, j'étais à Genève et je voulais revenir à Fribourg parce que c'est comme ça que, c'est ce que j'espérais et ça s'est
ou c'est l'année où ça s'est fait ou c'est l'année où ça s'est pas fait justement. Je crois que c'est C'est l'année l'année où ça s'est fait. c'est Quand l'année t'es où ça revenu. s'est. Toi, on s'est croisés. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et Je pense qu'il est un peu revenu grâce à moi. Parce qu'ils m'ont dit il faut recruter qui. Je dis il faut prendre Arnaud. S'il y a un joueur à prendre, c'est Arnaud. Et après, je sais ce que je t'avais dit ça au téléphone. Voilà. après, Et ça a du commencé. coup, on s'est croisés. J'étais énervé qu'on s'est croisés, mais en même temps, si le club lui donnait pas ce qu'il voulait, je comprends très bien que Nathan soit parti, parce qu'au Et bout d'un je tiens moment. juste à dire, je parle pas d'argent. Parce qu'on peut dire que j'étais trop gourmand, Genève il donne plus, nanana. On n'a pas parlé d'argent. C'est d'autres choses, ouais. Basket, voilà. Pour avoir eu les L'argent. mêmes négociations à d'autres périodes de ma vie, je sais très bien de quoi il parle. Mais voilà, on a tous des exigences différentes par rapport à nos vies. Bah, typiquement, ça peut être simplement un appartement parce que tu as un enfant ou tu as une femme et tu aimerais avoir un appartement plus grand. Ça peut être des choses aussi simples que ça dans une négociation de contrat. Et c'est des choses qui sont pas forcément faciles à gérer aussi pour les clubs. Mais voilà, c'est comme ça. Dans ces négociations de contrat, il y a l'argent qui rentre en jeu, mais tu dis qu'il y a plein d'autres trucs. C'est quoi? C'est des rôles sur le terrain, c'est des rôles dans le club, c'est du matériel extérieur, des infrastructures, c'est quoi? Moi j'ai beaucoup de demandes, surtout au niveau staff. C'est-à-dire, voilà, comme je l'ai plusieurs fois dit, j'ai eu pas mal de blessures. Et du coup, j'ai besoin d'être suivi plus proche par un physio, par ostéo. Il touche son genou en disant ça. Réflexe. Et puis ça, malheureusement, ça avait pas été suivi. Ensuite, c'était aussi c'est l'année où je suis parti en Israël. Et du coup, j'avais demandé d'avoir une possible ouverture de contrat. Et j'avais demandé à une date, je voulais que mon contrat soit ouvert jusqu'en août. Et qu'à partir du 1er août, si jamais j'ai pas signé quelque part, je suis 100% avec Fribourg Olympique. Mais avant ça, je voulais être sûr d'avoir une possibilité de partir à l'étranger. Parce que le club m'a pas voulu me laisser. Et c'est pour ça surtout, c'est la plus grande raison qui a fait que j'ai décidé de pas signer. C'est la discussion d'une heure, c'était sur ce sujet-là en l'occurrence. Les deux aussi, vous aimez beaucoup jouer aux jeux vidéo. Quelques saisons de Football Manager pour toi, Arnaud, est-ce que ça t'a aidé lorsque tu entraînais l'équipe féminine du FC Piamont? Comment tu sais ça, On a enquêté. Ouais, ils sont pas mal. Alors, mes parties de Football Manager sont incroyables, tu peux demander à Nathan. Est-ce que ça m'a aidé pour coacher des filles? Non. Pas parce que c'est des filles, ça aurait été la même chose avec des garçons, mais c'est pas la même chose. Alors, sur Football Manager, actuellement, je suis coach de Chelsea. Non, pas Chelsea, pas vrai. Du Real Madrid en 2036. Sur ma partie de Football Manager sur le téléphone. Je suis triple champion de la Ligue des Champions avec Lyon, Leipzig et Chelsea. Tu veux la suite ou comme ça c'est bon? Non, ça va bien là. Non, partie de Football Manager. Ça va bien. Après, Ouais, parce que mon palmarès il est lent. Après, pour moi, t'as pas compris le principe du jeu Football Manager. C'est-à-dire? Prendre des équipes comme Leipzig et Chelsea qui ont des budgets. Alors j'ai commencé à Lyon, qui est actuellement 18ème de Ligue 1. Donc t'inquiète pas que je suis parti de loin et après je suis juste allé où il y avait de la place. Après pour coacher le FC Piamont, ça a été une expérience fantastique parce que coacher dans un sport où t'es pas censé avoir une quelconque expertise ni connaissance, c'était très très enrichissant. Après moi je suis un immense fan de foot, de tactique, etc. Donc pour moi c'était juste que du bonheur. Par contre c'était difficile au départ de se faire respecter de par ma position de joueur de basket et pas de joueur de foot. Mais c'était vraiment cool parce que ça te permet de voir d'autres choses et d'avoir finalement l'autre côté. Préparer des entraînements ou faire des entraînements, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Si on reste sur les jeux vidéo, il paraît que Nathan, toi, t'as pas réussi à brancher ta play en Grèce quand tu voulais jouer à Touquet. Ah, c'est pas le. Il manquait un câble, non? Je me trompe? Énervé, apparemment. Qui a sorti cette Pas anecdote? du tout. Qui a sorti cette Ça anecdote? me dit rien. Patrick Violet. Patrick Violet. Je crois qu'il était en voyage avec vous en Grèce. Waouh, je m'en rappelle pas du tout. Ah, mais Préqualification. c'est la qualif où on joue Cluj? Non, Ouais, t'étais je là pense. toi? Bah oui, C'était ça? Mais alors là, Ouais, ça l'a marqué apparemment. waouh, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Ouais. Je savais même pas que j'avais pris je me rappelle plus d'avoir pris ma play. C'est vrai que c'est rare en plus, tu te déplaces pas avec ta Play 5 facilement. Bah justement, En général, elle reste à la maison. je pense pas que ce soit une info. C'est possible, mais ça me dit absolument rien. On n'a pas croisé nos sources. Sources pas Bon. fiables. Aïe, erreur de débutant. Si on reste sur vos points communs. C'était l'année passée du coup. Ah, ça me dit rien. Non, ça me dit vraiment. Ça me dit... Si on reste sur vos points communs,
paraît que les deux, vous êtes des fous de sport en général, Mhm. de foot, de basket, de tennis, de ski. C'est moi le ski. Comment vous expliquez justement cet attrait pour le sport en général? Moi, je suis fou avec le sport, c'est un truc de ouf. Et tu sais ce que c'est le sport que je regarde de loin le moins? Le moins, le Mhm. basket. Basket. Je déteste regarder du basket. Qu'est-ce que tu regardes le plus? Je supporte pas ça. Le foot. Alors, Tottenham, hein, pour ceux qui savent pas. Premier de Première Ligue, hein, on se calme les enfants. Ouais, mais même nombre de points qu'Arsenal. Rien à foutre. North London is white. Parce que lui en plus il supporte Arsenal. Enfin bref, peu importe. Non, le foot parce que j'adore sur le foot. Pour moi, le championnat de Première Ligue. Tu peux pas est dire le que meilleur t'adores le championnat du foot monde. et supporter Tottenham. Et ça tout va. le monde me dit ça, allez tous vous faire foutre. Je sais pas moi au bout d'un moment. Non, Ange Postecoglou vous montrera tout ce que vous avez tort. Et c'est vrai que moi les deux sports que je suis le plus, c'est vrai que c'est le foot et le ski. Le foot parce que j'ai une grande passion pour ça, de par ma famille, parce que j'ai mon père qui a joué, mon grand-père qui a joué, mon frère qui a joué. Et puis forcément, regarder du sport à la télé, c'était normal à la maison. Et le ski, pareil. En fait, j'ai commencé à regarder du sport tout le temps avec mon père. C'est quelque chose qui était normal pour moi, mais vraiment très normal. Et le ski, j'ai une vraie passion pour ça, alors que je peux plus faire de ski depuis que j'ai commencé du basket. Mais c'est juste que j'adore ça et il y a un truc qui est assez fou entre guillemets, c'est que moi j'aime bien tout savoir. Genre je vais te donner des trucs qui servent à rien. J'ai des records en tête sur le ski qui servent à rien, mais je sais parce que je sais pas, j'aime bien étudier les sujets que j'apprécie, j'aime bien les étudier jusqu'au bout entre guillemets. Toi Nathan, le foot aussi c'est une passion? Alors le foot c'est une passion, le volley c'est une passion, j'aime bien regarder le rugby, le tennis, je regarde beaucoup de sports, mais c'est vrai que j'ai fait 8 ans de foot, j'ai fait 3 ans de volley, et là j'ai fait beaucoup d'années de basket maintenant, mais je suis très sportif, j'ai vécu aussi dans un quartier avec des amis qui étaient très sportifs, donc j'ai eu de la chance. Ma famille est très sportive, mon frère il joue en Liga, mes parents les deux ont été en équipe de France de volley. Donc c'est vrai que je suis né dans le sport, j'ai vécu dans le sport et je continue à vivre dans le sport. Tu supportes quelle équipe de foot? Moi c'est l'Olympique de Marseille. Et vous osez me dire que c'est un problème de supporter Tottenham, mais c'est un truc de ouf. Bref, on va peut-être revoir vos goûts en matière de... Et Autre anecdote, il paraît que toi Arnaud, t'as tout le temps la bouche ouverte, tu fais Moi, que de parler. C'est vrai Tu le disais Nathan? déjà avant. Hein. Ouais, il fait que Oh, de parler. Ah, je vais même pas le cacher parce que tout le monde le sait. Si je parle pas, c'est quelque chose qui va pas. Je me souviendrai toujours, il y a un matin en équipe nationale où je me suis dit, je parle pas ce matin parce que apparemment je casse les pieds à tout le monde. Donc ce matin je parle pas. Et puis il y a Diva qui vient avant qui me dit, Arnaud ça va? T'es là mais vous dites tout le temps que je parle trop et quand je parle pas il y a un problème. Bah alors laissez-moi parler. Non mais c'est vrai que je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais très introverti et du moment où j'ai commencé à avoir des amis, j'ai eu envie de parler tout le temps et puis depuis que ça, puis maintenant c'est ma manière d'être, ma manière de faire, puis j'ai aucune raison de renier ça. Et il parle fort en plus. Ouais, pardon, ça je fais pas exprès. Parler je fais exprès, mais fort je fais pas exprès. On a une autre anecdote sur Nathan. Tu confirmes cette fois-ci ou pas? Paraît que t'as pas la meilleure des hygiènes. Hygiène de vie. Hygiène de vie. Allez, ça va. J'ai été jeune, je suis toujours jeune, je profite. Après, est-ce que j'ai la meilleure? Non. Est-ce que j'ai la pire? C'est sûr que non. Ouais, je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant. Arnaud, est-ce que depuis que t'es papa, tu suis un petit peu moins Nathan en soirée? Je l'ai jamais suivi. Jamais suivi. Et il le dira. Je n'aime pas ça. Donc c'est pas trop de débat. La première saison qu'on a fait ensemble, je lui ai parié en début de saison que si on gagnait le titre, il devait boire une bière avec moi. On a serré la main. Il n'a jamais bu cette bière. je tiens à vous le dire. Hein. T'as bu à sa place? Vous avez serré la main. Oui, serré la et main. je l'ai pas fait. Non, c'est vrai. Je vais même pas le nier parce que c'est vrai. J'en ai bu quelques-unes pour lui. Ouais, du coup, il en a bu plus qu'une pour moi. Non, mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc finalement, j'ai toujours été en paix avec le fait de pas sortir. Donc voilà. Non, mais je pense que c'est important. C'est important. Chacun a ses façons de se vider la tête. C'est vrai que moi j'aime bien aller boire un verre avec des amis. J'aime bien de temps en temps sortir en boîte.
J'aime bien de temps en temps me poser devant la télé. Ça dépend, comme j'ai dit, je suis un bon vivant, j'ai grandi dans cette ville, j'ai des amis un peu partout, donc je suis facilement occupé et j'adore ça, mais ça n'a jamais influencé sur le basket. Il y a des fois où je sortais jusqu'à 4h du matin et à 9h je m'entraînais le dimanche, et je suis un très bon vivant. Ouais. Dans le basket, il y a un truc qui est assez répandu, surtout aux States, c'est les surnoms. Toi, ton surnom c'est Suisse Khalifa. Pour toi, Arnaud, c'est Mr. Slam Dunk, j'ai vu quelques fois. Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est pas ça. Oh, waouh! J'ai pas de surnom. T'as pas de surnom? Non. Ah, Alors, j'utilise des pseudos pour tout ce qui est jeux vidéo. Ouais, lui il dit Ace, mais d'ailleurs maintenant c'est plus ça. C'est vrai que je t'ai pas dit ça. Hier c'était Ace. Hein. Oui, j'ai mis Ace parce que c'est le truc le plus rapide que je puisse écrire. Mais c'est Spacer si jamais. Je t'expliquerai un jour pourquoi. Comment tu juges ce surnom, Suisse Khalifa? Alors, quand on me l'a donné, au début je l'aimais pas trop. Et finalement il a un peu grandi en moi. Puis maintenant j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, c'est le commentateur du 3-3 qui me l'a donné la première fois. Et au début je me suis dit, je sais pas pourquoi, pas super fan. Mais finalement à force de l'entendre, que lui il le répétait, que je me suis dit c'est quand même cool. Ah, il est cool quand même. Je me souviendrai toujours que tu m'as dit, mais mec, j'aime pas ce surnom. Et moi, j'étais là, bah écoute, en général, les vrais surnoms, c'est les surnoms que c'est pas toi qui as choisi. Et je trouve que quand on te donne un surnom, ça veut dire que t'as fait quelque chose de vraiment bien. Et je pense que c'est le cas de Nathan dans le 3 contre 3. Donc, ouais, c'est ça aussi. Le surnom en basket, c'est quelqu'un d'autre qui doit le donner. Qui doit le donner, pas toi qui arrive. On m'appelle comme ça. C'est pour ça que je dis que moi j'en ai pas, parce que ça m'est jamais arrivé cette situation. Il y a des gens qui m'ont appelé d'une manière ou d'une autre, mais Air Suisse. Mais maintenant ce sera Mr. Slam Dunk. Alors Mr. Slam Dunk, tu peux le prendre et le mettre où tu veux, mais pas en dessous de ma tête. Il faut que tu mets sur le titre Mr. Slam Dunk a dit, tac, et ça passe partout. Ça passe partout. Je le dirai samedi en direct. Alors. Et pour finir, les deux, vous aimez bien prendre les jeunes sous vos ailes. Aloïs, il a été un peu bisuté. Un peu visité toujours. Hein. Ouais, ils ont toujours de petits trucs. Après honnêtement, comparé à quand nous on était jeunes, on est vraiment sympa. Hein. On est sympa. Ouais. Parce que les sacs et tout, moi j'en ai fait des ponts pour rien, des porter des sacs pour rien. J'en ai fait des choses inutiles. Nous on est sympa. C'est juste que les choses que nous on n'a pas envie de faire, c'est eux qui font. et honnêtement, et encore des fois même c'est nous. Mais honnêtement, on est sympa. On est vraiment cool. Mais vous aimez justement prendre ces jeunes un petit peu sous votre aile et les aider? C'est quelque chose qu'on fait naturellement aussi. C'est vrai, Aloïs il joue à ma position. On joue poste 3, on se défendait pas mal l'année passée, cette année aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi plus facile de donner quelques conseils. On s'entend bien, c'est vraiment une personne cool. C'est un jeune qui est aussi attentif. Et ça, ça motive à venir lui donner quelques conseils. Parce que c'est pas un peu un jeune qui, comme on en a vu aussi, qui sont un peu arrogants, qui pensent qu'ils savent tout. Et Aloïs, il a vraiment une très bonne mentalité, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui a envie de progresser et du coup, c'est très facile ça donne envie de l'aider, quoi. Ouais, puis quand tu vois, souvent c'est comme ça. On a les deux la même mentalité sur le sujet, c'est que quand tu vois un jeune qui a envie, c'est facile en fait. On n'a même pas besoin de se dire il faut qu'on lui donne un conseil. Ça sort tout seul parce qu'on sait qu'il a envie et on sait que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Au bout d'un moment, tu vas pas continuer à t'acharner avec un gars de façon que tu sais qu'il t'écoute pas. Et typiquement, Aloïs et Dylan, je pense qu'on peut les mettre les deux dans le même bateau. C'est la même chose. C'est deux jeunes qui ont envie d'écouter et qui ont envie d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Écoutez, merci beaucoup les gars. On arrive à la fin de cet épisode, ce 10e épisode Cyril Ban. Vous avez, je sais pas si je peux dire l'honneur, mais joyeuse non. de faire ce 10e épisode. On remercie en tout cas grandement Valentin Nanzier et Patrick Biolay pour nous avoir donné quelques petites anecdotes qui étaient fausses. Vous deux. Pas toutes vraies, ouais, c'est vrai. Peut-être qu'elle est vraie, hein. Peut-être qu'elle est vraie. Mais c'est juste que j'ai vraiment zéro souvenir de ça. On remercie aussi les papiers de François Rossier et de La Liberté qui nous ont permis de faire les questions. Mm-hmm. Puis de vous carrément pour votre temps, votre honnêteté durant cette interview. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Et puis on vous souhaite bonne saison avec Fribourg Olympique, autant de succès que toutes les précédentes. Et puis maintenant on vous laisse aller à l'entraînement gentiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Ciao. Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le